Bonjour Jean-Éric Aubert, nous sommes très heureux de vous accueillir. Qui êtes-vous ? D'abord, merci de m'accueillir ici à l'Université catholique de Lille. Je suis ancien fonctionnaire international, j'ai été chef de programme à l'OCDE et puis ensuite à la Banque mondiale. Je me suis occupé de conseiller les gouvernements en politique d'innovation et stratégie de développement. J'ai fait ça sur toutes sortes de pays, depuis les pays les plus développés, les plus riches, jusqu'aux plus pauvres, dans une quarantaine de pays couvrant les différents continents. Alors notre objectif ce matin va être d'éclairer la différence entre l'Asie et l'Occident. Vous connaissez le monde entier, vous avez étudié l'innovation dans différentes zones de la planète, et cette première émission, il y en aura une seconde sur les différentes cultures de l'Europe, de l'Amérique. Mais dans cette émission, nous aimerions nous concentrer sur la différence entre l'Asie et l'Occident. Quelle est la différence entre l'Asie et l'Occident ? D'abord, disons que je parlerai plus de l'Asie développée, industrialisée. Je n'évoquerai pas l'Inde, par exemple. Mais ce qu'il faut bien avoir présent à l'esprit, c'est que les cultures influencent considérablement les systèmes d'innovation. Oui. Et donc, mon éclairage consiste à donner des indications sur la manière dont les cultures, au sens large, anthropologique, influencent les systèmes d'innovation. De ce point de vue-là, il est utile d'avoir un schéma présent à l'esprit qui montre, au fond, comment un système d'innovation s'inscrit dans un système de développement. Ce que j'appelle de développement, c'est quelque chose qui inclut les éléments relatifs à la recherche, structure de recherche, structure industrielle, aux structures financières, aux structures éducatives, qui, par leurs interactions, déterminent les capacités d'innovation des économies et des sociétés. Et tout cela s'inscrit dans un système plus large, que j'appelle le système sociétal, où ressortent des éléments anthropologiques qui est relatif au positionnement de l'État dans l'économie et la société, au background religieux, mais également aux structures familiales et peut-être même aux dispositions linguistiques. Alors c'est ce que vous avez voulu indiquer dans les différents cercles jaunes, rouges et bleus, c'est ça ? Exactement. C'est-à-dire le système d'innovation sont les interactions entre les structures. IS, ça veut dire quoi ? Innovation System. DS, c'est Development System, et SS, c'est Societal System. C'est un terme anglais. Ce sont des termes anglais. Et c'est un peu ça que je vais éclairer dans la présentation qui suit, qui fait une comparaison entre l'Occident et l'Extrême-Orient. De manière assez générale, je ne vais pas distinguer, par exemple, en Extrême-Orient, les cultures chinoises et japonaises qui demanderaient à être distinguées, mais je les prends un peu en bloc. Et de même, l'Occident, je ne distingue pas entre des profils anglo-saxons, latins, rhénans ou autres. Très bien. Donc, si vous voulez, voilà ce qui apparaît si on fait une comparaison entre l'Occident et l'Extrême-Orient assez rapidement. Je vais regarder d'abord ce qui me semble, si vous voulez, être des traits très spécifiques de l'Occident qui a été à la pointe de la technologie moderne et qui, en fait, est quand même, et demeure encore aujourd'hui, le producteur d'innovation s'appelle breakthrough. C'est-à-dire, ce sont des innovations qui, d'une manière ou d'une autre, ouvrent des pistes nouvelles, des industries nouvelles. Alors, ça a été dans le passé dans le domaine de l'électronique, de l'informatique, plus récemment dans la biotechnologie. Et ça vient quand même de l'Occident. Parce qu'il y a une espèce de positionnement en pointe comme pionnier, explorateur. Oui, est-ce que ce n'est pas lié aussi à l'individualisme très spécifique de l'Occident et on pourrait dire qu'il s'inscrit aussi dans le judéo-christianisme, c'est-à-dire la montée de cette notion d'individualisation? Tout à fait. C'est en relation donc, effectivement à l'effort scientifique, à cette idée d'être un inventeur qui éclaire le monde. Et comme je l'indique sur la slide, on voit bien que c'est une société dite individualiste où il y a cette dimension religieuse messianique, transcendante, et qui est reflétée dans cet investissement individuel qui va éclairer le monde. Et ça rejoint aussi l'idée que l'État lui-même va être
aussi séparé de la société dans la mesure où, au fond, l'individu est capable, lui, d'interagir et la société d'interagir avec un État qui va créer des conditions dans lesquelles les individus vont pouvoir s'exprimer et qui se distingue de la situation dans laquelle se trouve plutôt l'individu dans les sociétés extrême-orientales qui, lui, est enserré dans la société et, par ailleurs, procède dans sa démarche vis-à-vis de l'au-delà plutôt de religions qui sont immanentes. Oui, c'est ça. Il y a ces dimensions de transcendance, immanence. C'est comme si les religions qui sont plutôt dans une logique de transcendance créaient la possibilité pour les individus de tenter de s'inscrire dans cette dimension de transcendance. Alors que dans les relations, dans les sociétés où la religion est plus immanente, ils ont du mal à sortir du groupe. On le sent très fort au Japon, où la question de la sortie d'un individu, le président, l'ancien président de Sony, le fondateur de Président, l'expliquait très bien dans son livre, combien c'est difficile pour un Japonais de sortir du groupe, quoi. Ah, oui, tout à fait. Mais ça, c'est en relation avec la religion, mais c'est de manière plus générale le type de société qui existe en Extrême-Orient, une société dans laquelle les individus sont intégrés dans le groupe et la famille, y compris la famille, dans le cas de la Chine, c'est encore plus. Ça s'observe au niveau de la famille. Et alors, la conséquence, c'est que les sociétés extrême-orientales se positionnent plus en réceptivité par rapport à la technologie qu'ils acceptent de l'extérieur. Et c'est un point important parce que, du coup, ils ont développé de manière massive leur niveau d'éducation. Il y a toujours eu une grande attention portée à l'éducation et à la culture technique. Et cette culture technique a facilité une réceptivité de la technologie occidentale. En même temps, comme ces sociétés opèrent dans des dispositions de groupes disciplinés, il a été possible de développer des industries de high-tech de masse. Alors ça a été d'abord, bien sûr, à très bas niveau, on a fait des vélos, de l'industrie textile, mais dès qu'on a pu, on est monté en gamme. On est monté en gamme vers les automobiles, vers les chantiers navals, on est monté en gamme ensuite vers l'électronique de pointe, et en même temps, on a créé des conditions dans lesquelles on a pu faire de l'innovation incrémentale. Donc, on a amélioré des technologies. Alors, ça a été des performances qui ont d'abord été celles du Japon dans de nombreuses industries, et même d'une certaine manière devenus innovateurs. Mais pas nécessairement en ouvrant de nouvelles industries, mais en perfectionnant les technologies existantes. Dans l'automobile, typiquement. Dans l'automobile. On ne peut pas dire qu'une Honda, ça ne soit pas une voiture innovante. C'est une voiture innovante qui s'est bâtie sur des technologies initialement venant d'Occident, mais qui ont ensuite été très bien perfectionnées. Alors, ça a été le cas de Toyota. Alors, sans parler de Toyota. Alors, l'amélioration des processus de production a permis, en fait, de manière très, très considérable, des gains de productivité, de diversification de gamme et, en fait, d'envahir les marchés mondiaux. Alors, la Corée a suivi le Japon, qui, elle-même, a été suivie par la Chine et qui, maintenant, est suivie par des économies comme le Vietnam. Alors, il y a tout de même un aspect très particulier quand on voyait le business model de par exemple, Sony. Le patron de Sony, dans un magnifique livre où il raconte son histoire, explique qu'à un moment donné, il se rend compte qu'il n'est pas... bien sûr, il est dans l'électronique, il fait des radios, etc., mais qu'il a une capacité forte à miniaturiser. Or ça, j'ai l'impression que c'est assez commun à l'Asie. D'où vient cette culture de la miniaturisation qu'on voit y compris dans des petits objets traditionnels chinois qui datent de millénaires? Est-ce qu'il y a une capacité très particulière? D'où vient cette sorte de capacité à miniaturiser qui fait peut-être leur avantage compétitif mondial aujourd'hui? Parce qu'on sent bien que sur certains aspects, personne ne peut les concurrencer de la même manière que dans certaines dimensions de l'acier ou de l'automobile. Les Allemands sont tellement forts, sont tellement bons. Là, c'est pareil. L'Asie, on dirait que la miniaturisation, ça fait partie de leur génie. Oui, c'est vrai. Ce qui se passe, c'est qu'il y a une proximité avec la technologie, de manière générale, qui est plus grande dans les pays d'Extrême-Orient qu'en Occident.
C'est-à-dire que d'entrée, il y a un rapport, une familiarité avec la technique qui est très, très importante. Alors, la miniaturisation, c'est parce qu'on a poussé aussi ce travail, cette relation expérimentale à la technique et de manière assez générale dans la société. Et tout cela me semble en relation aussi avec l'écriture, c'est-à-dire une écriture idéogrammique qui rapproche, ne serait-ce que par le symbole qui représente la réalité, elle rapproche du monde. Donc de manière générale, ce qu'on observe, c'est une sorte de système dans lequel l'individu est proche, très proche et inséré dans la société. Il est inséré, il est dans la nature, il est très proche de la nature et du réel, à travers notamment la technique et la langue. Et il est proche du divin, puisqu'il est immergé dans le monde, finalement, même dans le divin, d'une certaine manière, dont il est le réceptacle. Et c'est donc cette opposition entre distanciation du monde qui est propre à l'Occident et immersion dans le monde qui est propre à l'Extrême-Orient, qui est fondamentale comme système et esprit organisateur de l'ensemble. Et alors ça donne après des trajectoires de développement économique et industriel qui ont été ce qu'elles ont été, avec l'Occident qui a joué un rôle pionnier, mais aujourd'hui l'Asie qui est vraiment dans une démarche de réceptivité et de productivité, et sur laquelle l'Asie, l'Extrême-Orient du moins, est en train, et notamment avec la Chine, de prendre la tête de l'économie mondiale. Merci Jean-Éric Aubert.